Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon votre zone géographique, et je vous dis bonsoir. Et on va aller très vite. Si possible même, je vais permettre, après ma d'interdire certains propos ou bien une certaine liberté. Depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, il y avait une certaine accalmie et une certaine manière d'avoir de la décence qui, malheureusement, avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, est en train de nous ramener dans la déchéance morale, dans la vulgarité et dans toutes les vilaines choses que vous connaissez. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, Laurent Gbagbo peut se targuer de ne pas avoir mis des personnes en prison. Ben, pour tout esprit éclairé, est-ce qu'on a le droit et est-ce que ça fait sens de voir quelqu'un qui est déjà mort être en prison? Et donc, je vais lui rappeler, si peut-être son Alzheimer est en train de prendre de l'effet, je vais lui rappeler que c'est parce qu'il ne pouvait pas mettre des corps en prison. Quand tu as déjà tué quelqu'un, sa place c'est véritablement au cimetière dans une tombe. Et en ce moment même, en l'instant, j'ai dit que moi seul, je pouvais représenter sincèrement la mémoire des morts. Et ça sur la base des documents. Avant-hier, j'ai fait une analyse sur les mêmes documents de Human Rights Watch où j'ai mis à nu comment les cadres de l'Ouest, pour cacher leurs lacunes, ont encouragé des jeunes gens en leur disant allez tuer les Bété, allez tuer les Djoula, allez tuer les Gouro, allez tuer les Gagou, allez tuer les Sénoufo, allez tuer tous ceux qui ne sont autres que Wobé et Guéré. Et quand vous aurez fini de les tuer, vous pourrez prendre leur terre. Et ça, selon l'analyse de Human Rights Watch que j'avais lue, l'émission est là que vous pouvez suivre, il y a 3 pasteurs et 2 imams qui donnent les mêmes avis. Et quand on a été incapable, je crois que le niveau du débat politique doit être beaucoup plus sain. Et c'est ce que nous avons toujours défendu. Laurent Gbagbo vient de se moquer de la vie de ces personnes. Je vais rappeler les morts. Il vient de dire que tant que lui peut tuer des Ivoiriens et que ce n'est rien pour lui, comme il l'a bien dit, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, c'est absolument rien pour lui. Mais en 2021, venir se moquer de la mémoire de nos morts, il sait qu'il a commis des morts. Il se refuse à lui-même d'accepter la réalité, mais comme encore pour blesser dans les consciences, pour blesser la mémoire des personnes qu'il a exécutées sommairement, il se donne le malin plaisir de s'attaquer à la mémoire de ces personnes et de nier même leur existence. Dans la tête de Laurent Gbagbo, ce qu'il a eu à tuer ne valait même pas la peine d'être des personnes humaines. Et ces personnes-là, je vais citer leur nom pour que vous entendiez. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons éviter. Et nous avons toujours dit que tant que la justice ne serait pas au devant des choses, malheureusement, on en arriverait à de tels déboires. Et donc, j'ai écrit rapidement un article que je vais lire et que je vais mettre après sur la page. Mais pour ceux, parce qu'on est dans un monde où les gens n'aiment pas lire, où tout le monde est devenu paresseux, ça fait qu'on est obligé de refaire les émissions en écrit comme en audio. Et donc, comme je le disais, j'ai intitulé l'article « Comment des morts peuvent-ils être mis en prison ?» Question. Laurent Gbagbo doit cesser avec la vulgarité de ses propos. Ce 2 août 2021, comment pourrait-il mettre des cadavres en prison? Cela n'a aucun sens, puisqu'il les tuait tous. Ce document de Human Rights Watch, à la page 36 à 37, en démontre bien le mécanisme des assassinats politiques de son régime. C'est bien pourquoi Théé Émile, Fabien Koulibaly et les 17 autres éléments de sa garde rapprochée, Guy Robert, Rose Doudou, Capitaine Dosso, les militants du RHDP tués au siège du PDCI, Jean Hélène, le colonel-major Dosso Adama, le lieutenant-colonel Jean Siaka Renak, le capitaine Dosso Aboubakari, aide de camp du président Alassane Dramane Ouattara, le colonel-major Désiré Bakassa Traoré, ont tous été massacrés car ils ne méritaient même pas la prison. Assassinats ciblés et disparition forcée d'activistes pro-Ouattara. Outre la répression des manifestants, les forces de sécurité de Laurent Gbagbo ont assassiné et enlevé des responsables politiques et locaux et leurs alliés activistes
de la société civile. Human Rights Watch a documenté plus de 10 cas de disparitions forcées ou d'exécutions sommaires survenues autour de la marche du 16 décembre. Les preuves réunies laissent fortement à penser que ces exécutions étaient le résultat d'une campagne organisée visant à sélectionner, rechercher et enlever des personnes spécifiques liées à la coalition politique d'Alassane Ouattara. Citons notamment les faits suivants. Au petit matin du 14 décembre, un dirigeant actif de quartier du mouvement des forces de l'avenir MFA, parti au sein de la coalition du RHDP, a été contraint par 3 hommes armés en civil de monter dans une Mercedes grise. Des témoins ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils avaient pu entendre les agresseurs demander où se trouvaient plusieurs autres des leaders du MFA à Abobo. Un autre appel, passé ce même jour au téléphone de l'homme enlevé, a été pris par une personne qui a répondu « Votre parent fait partie du groupe qui tente de déstabiliser le parti au pouvoir. Son corps a été retrouvé plus tard dans une morgue. » Un membre dirigeant du MFA a expliqué à Human Rights Watch que plusieurs autres dirigeants du parti avaient disparu, les corps d'au moins 2 d'entre eux. Entretien accordé à Human Rights Watch pour une victime de 29 ans à Abidjan le 16 janvier 2011. Et donc, nous pouvons lire et lire et lire et lire et lire, ça n'en finira pas, parce que c'est un document de 158 pages. Et on a aussi vu des personnes qui ont été portant des blessures par balle, des personnes à la morgue, 2 militants du quartier pour le parti de l'UDC, du RHDP, et plusieurs morts à Yopougon. Le 18 décembre, par exemple, 2 membres du groupe de la société civile Alliance pour le changement, l'APC, qui est un parti de Ouattara et qui est actif dans la mobilisation des électeurs, ont été enlevés sous les yeux des témoins en début de soirée dans le quartier de Cocody Angré. Un témoin a expliqué à Human Rights Watch que les gens qui se trouvaient dans un restaurant à proximité ont été contraints de se coucher par terre, tandis que les hommes armés enlevaient ces militants qui sont montés avec eux à bord de 4x4 et tous les 2 sont présumés morts. 6 jours plus tard, un autre dirigeant de l'APC a échappé de peu à un enlèvement à Abobo à 7h30 du matin lorsqu'une 4x4 Mitsubishi vert foncé s'est dirigée vers lui à toute vitesse et 5 hommes armés, dont 3 en treillis, en sont sortis appelant par son nom et lui criant de monter dans la voiture, a indiqué un témoin à Human Rights Watch. Que plusieurs de ces hommes portaient un béret rouge de la garde républicaine. Selon les victimes potentielles, alors que les hommes tentaient de le contraindre à monter dans le véhicule, il a vu 8 photographies, dont la sienne et celle d'autres personnes qu'il a reconnues comme étant des membres de la direction du RHDP au niveau de la communauté sur le plancher de la voiture. Ça veut dire qu'il mettait les noms, les visages, les photos et il les recherchait pour les abattre dans les quartiers. Human Rights Watch a également documenté l'enlèvement et le meurtre ciblé de plusieurs personnes qu'ils avaient surveillé les urnes dans un bureau de vote à Abobo pour le RHDP. Un membre de la famille de l'une des victimes a déclaré. Entretien accordé à Human Rights Watch par un dirigeant du MFA, etc. Et donc, c'est un document qui est assez large. Et je ne pourrais pas tout lire. Et donc, pour ceux qui veulent vérifier, je vais mettre ça sur la page. Parce que c'est un document qui est assez condensé. Mais ce que je vais me faire fort, je vais lire directement un dernier document. Et ceux qui veulent parler, apprêtez-vous. L'émission ne va pas dépasser plus d'1 heure du temps. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez donner quelques avis rapidement. C'est ce que je vais faire. Et je vais vous donner la parole. Et donc, assassinat et épuration dans l'armée. La longue liste des officiers tués sur Laurent Gbagbo. Et je lis l'article. Enlevé le 12 mars 2011 dernier à Cocody, le colonel-major Dosso Adama a été froidement tué avant d'être jeté quelque part à la sortie d'Abidjan. C'est ce qui ressort des aveux faits par des suspects arrêtés, avec à leur tête le sergent-chef Lago Léo Jean Noël. Celui-ci et ses hommes
tout en confirmant la thèse de l'assassinat, disent avoir agi sous les ordres de leur responsable hiérarchique, le général Dogo Blé Bruno, anciennement commandant de la garde républicaine. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours. Si cette mort de l'ancien pilote du président Félix Houphouët-Boigny est effectivement confirmée, elle vient ainsi rallonger la liste des officiers militaires froidement tués sous le régime de Laurent Gbagbo. Parce que sa stratégie, il voulait d'abord tuer tous les officiers du Nord pour avoir la main mise sur l'armée et pouvoir passer au génocide qu'il prévoyait. En effet, ils sont nombreux, les gardes et les sous-officiers de l'armée ivoirienne ayant succombé à la suite des actes de torture et des bavures de toutes sortes. Ces assassinats de corps habillés ont débuté le jour même de la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo le 25 octobre 2000. Ce jour-là, le lieutenant-colonel Jean-Siak Arenak a été tué dans des circonstances troubles lors des événements qui ont suivi les élections présidentielles. Donc vous m'excusez un peu, voilà. Et jusqu'à ce jour, les circonstances de sa mort n'ont pas été élucidées. Après 2000, vint la période des complots. D'abord, le complot de la Mercedes noire. Ceux qui ont été tués, ce n'est pas des hommes. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2011, ensuite, celui de la cabine téléphonique. Ceux encore qui ont été tués, ce ne sont pas des hommes. Dans la nuit du 31 janvier de la même année. Et enfin, le complot du Badjan. Comme on veut qu'on rappelle les choses, on va rappeler. Ceux qui ont été tués, ce n'est pas des hommes. Qui s'est essentiellement déroulé devant la RTI. Chacun de ces complots a eu son lot d'assassinats et de règlements de comptes qui ont vu la mort de vaillants soldats ivoiriens. À l'éclatement de la rébellion, le 19 septembre 2002, les escadrons de la mort font leur apparition dans la zone gouvernementale. Cette unité spéciale expressement créée depuis le palais présidentiel a pour mission d'éliminer toutes les personnalités civiles et militaires soupçonnées d'être proches de l'opposition. Côté militaire, le général Guy Robert, son aide de camp, le capitaine Fabien Koulibaly et 17 autres de ses éléments de sa garde rapprochée sont lâchement exécutés. Il en est de même pour le capitaine Dosso Aboubakari, l'aide de camp du docteur Alassane Ouattara, actuel chef de l'État. Avec eux, plusieurs sous-officiers ont trouvé la mort ce même jour et durant les moments qui ont suivi, beaucoup parmi eux auraient été torturés avant d'être assassinés. Autre événement, c'est en 2005. Précisément dans la nuit du 30 juin, aux environs de 20 h, 3 officiers supérieurs, dont un officier général à la retraite, le général de brigade Mbahia Laurent, le colonel-major Désiré Bakassa et le lieutenant-colonel Jules Yao Yao sont arrêtés pour avoir partagé un dîner à la résidence de l'ambassadeur de France. Bastonnés comme de vulgaires bandits, l'un d'eux, l'officier supérieur Désiré Bakassa Traoré, meurt de suite des sévices à lui infligés par les Bidas dans la nuit du 2 au 3 juillet 2005. Cette liste n'est peut-être pas exhaustive, car ils sont aussi des centaines de policiers, de gendarmes et de militaires et de sous-officiers pour la plupart qui ont péri dans les événements de la crise post-électorale. Ainsi, de l'avis de tous les observateurs, le régime de Laurent Gbagbo a battu le record des officiers militaires de rang tués en Côte d'Ivoire. Et si j'ai lu cet article, c'est fait exprès pour vous dire qu'un militaire, quelqu'un qui est préparé pour pouvoir se défendre et être assassiné, si Laurent Gbagbo, avec toute la liste que je viens de vous donner, si Laurent Gbagbo a trouvé que la prison était trop importante, mais qu'il voulait assassiner, il en a vraiment fait assez. Et Laurent Gbagbo, en faisant de tels propos, si le gouvernement ne se lève pas pour taper du poing sur la table, et le gouvernement s'amuse à continuer à libérer ces brigands-là, c'est que le gouvernement de la Côte d'Ivoire se serait moqué de la vie de ces personnes. Et le gouvernement de la Côte d'Ivoire, donc, va provoquer les militants et les victimes à se placer contre le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Il faut que le gouvernement d'Abidjan entende très bien ce message-là. Si vous vous amusez avec les propos que Laurent Gbagbo tient, c'est que le gouvernement d'Abidjan sera responsable de tous les désagréments qui seront causés. Parce qu'avec de tels discours, Laurent Gbagbo nous invite réellement à créer la chienlit dans ce pays. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Le gouvernement doit sortir pour mettre fin à ce genre de déclaration. Et les dirigeants du parti, le RHDP, doivent se déterminer.
Nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous n'accepterons jamais cela. Et si de telles velléités continuent, nous demanderons à nos parents de faire vengeance à eux-mêmes sur le terrain. Il faut que ça cesse. Il faut que le gouvernement de la Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Et nous souhaitons que ça ne passe, qu'il n'y ait même pas plus, avant la fin de la journée, que les responsables du parti et du gouvernement puissent prendre leurs responsabilités. On avait encore pu encaisser le fait que on ne va pas parler des victimes, mais venir se moquer des morts. Laurent Gbagbo nous dit que lui, ses prisons étaient trop importantes pour mettre les personnes assassinées. Et donc, c'est pourquoi il ne pouvait pas faire de prisonniers. Allez demander à Jean-Hélène s'il a eu la chance d'avoir un jugement. Allez demander au colonel, à M. Bakassa Désiré, est-ce qu'il a eu la chance d'aller à un procès? Et toutes les personnes que j'ai citées, il faut que ça cesse. On en a absolument marre. Et si le gouvernement ne veut pas se montrer responsable pour essayer de canaliser les hommes politiques dans leur message, je crois que les populations n'auront d'autre choix que de chercher à se venger sur le terrain. Chers auditeurs et chères auditrices, moi j'en ai fini avec ma présentation. Il est 12h03 ici. Si quelqu'un veut parler, il n'y a pas à faire de protocole. Vous appelez et s'il n'y a personne pour parler, dans 3 minutes, je coupe mon émission et je pars. Et donc ceux qui veulent parler, je vous donne l'occasion de pouvoir vous exprimer. Vous m'excusez. Et là, il faut dire que nous sommes en danger parce qu'opposants, on nous tuait et on s'est dit il faut se battre pour que le pouvoir puisse être acquis. Et qu'avec l'acquisition du pouvoir, on aurait pu quand même apporter une justice. Ayant acquis le pouvoir, on se retrouve en train d'être tués comme des animaux. Et la nécessité de justice qui pouvait venir confronter chacun, le gouvernement se refuse à cela. Et donc Laurent Gbagbo est dans sa droite ligne parce qu'il se dit qu'il faut que là où la guerre a cessé, comme je vous le dis, pour vous les cyber-militants idiots du RHDP qui étaient en train de vous blaguer pour dire qu'il y a la réconciliation, voilà le langage de réconciliation que Laurent Gbagbo vient de vous donner. Quand on ne connaît rien, on accepte d'aller suivre ceux qui connaissent quelque chose. Laurent Gbagbo est un cas désespéré. Laurent Gbagbo ne peut prospérer que dans la violence. Et ça, j'ai été le seul et l'unique à mener ce combat et à dire aux gens ne tombez pas dans les émotions. Aujourd'hui que les événements vous rattrapent, après le 27, vous êtes aujourd'hui encore en train de changer pour dire si on savait. Mais je vais vous dire encore plus grave. Si on continue dans cette lancée, puisque les populations même sont devenues lâches en Côte d'Ivoire, puisque les victimes même sont devenues lâches, moi je ne dirais pas à quelqu'un de sortir, je ne dirais pas à quelqu'un de faire quoi que ce soit, parce que pour moi c'est chose inutile. Mais je ne viens que pour dire ce que je pense. Laurent Gbagbo n'est pas une personne qui est venue avec de bons sentiments. Et la possibilité qu'il a, même si la guerre doit reprendre demain, Laurent Gbagbo, c'est cette option-là qui est la meilleure pour lui. Et donc, ceux qui veulent parler, je vous offre l'antenne pour que vous puissiez vous exprimer. Et ceux qui veulent appeler, vous appelez automatiquement. Il est 10. S'il n'y a personne, dans 3 minutes, je vais couper et puis on va se retrouver ce soir. Parce qu'on aura une émission ce soir. Et donc, c'est pour ne pas mélanger le fil de l'émission avec les émotions que je donne la parole. Mais si Dieu merci, ce que Laurent Gbagbo a dit, ça vous convient et que vous trouvez que c'est normal ou bien que c'est dans vos salons, vous allez vous plaindre, c'est votre droit le plus absolu. Et donc, en ce moment, dans 3 minutes exactement, je vais couper et on pourra se retrouver ce soir. Je vous remercie. Voilà, donc, les quelques rares personnes qui souhaiteraient parler, appelez automatiquement. Et je n'aimerais pas que le soir, on vienne détourner l'objectif de l'émission avec ce thème-là. Et donc, ceux qui veulent parler, vous pouvez vous exprimer maintenant. Et là, il reste absolument 2 minutes pour ceux qui veulent s'exprimer. Et si dans le meilleur des cas, il n'y a personne à s'exprimer sur le sujet, le soir, je ne vais pas accepter que les gens viennent détourner l'objectif du sujet avec. Donc, ceux qui veulent s'exprimer peuvent le faire maintenant. Et donc, il nous reste 2 minutes. Et donc, après les 2 minutes, je me ferai fort de couper l'émission.
Et ça, c'est le problème avec les militants. Je suis la seule personne qui donne la parole à tout le monde. Mais tellement nos militants sont les plus lâches du monde, vous ne pouvez même pas sortir pour venir dire ce que vous pensez. Et là encore, vous allez vous en prendre à Dieu. Mais Dieu même a raison de se foutre de vous. Même pour sortir, pour venir dire ce qui se fait est mauvais, vous ne pouvez pas. Voilà la tribune qui vous est dedans. Il reste 1 minute. Dans les 1 minute, moi, je coupe. Et le soir, je ne veux pas que quelqu'un en parle. Donc, je vais directement couper de ce pas. En tout cas, pour moi, j'avais fait ce que je pouvais. J'ai donné l'occasion aux uns et aux autres de s'exprimer. Et je n'en ai pas trouvé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se manifestait. On va bien voir ce que ça donne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Leclerc. Bonjour, frère, comment allez-vous? Ouais, ça va un peu, hein. Bon, moi, j'ai la main sur les malades. Enfin, un coup de bec. On ne peut que, ce que vous dites là, bon, vous avez tout dit, hein. Vous avez tout dit. Le silence, là, cela veut dire que c'est le soutien. Non, mais c'est pas bon parce que dans le monde, une seule voix ne peut pas être en train de parler. Oui, déjà, je vois le nom des personnes que vous cherchez. Maintenant, ceux qui vont le voir après, c'est des milliers. Voilà. On voit déjà, il n'y a pas d'urgence, mais de toute façon, le silence déjà, c'est déjà essentiel. Non, mais c'est le plus grand piège, c'est le plus grand piège de ce monde moderne. Si vous ne parlez pas, on ne saura jamais que vous avez un problème. On vous a écouté. Effectivement, le président doit se rendre compte que, en fait, le président, on dit toujours le champion, il va de victoire en victoire, mais en fait, il y a quelque chose, les militants tombent. Les militants tombent, malgré les victoires, les militants tombent autour de lui. Donc, quelque part maintenant, il y a un feedback que le président doit faire. Voilà, il doit chercher maintenant à protéger ses propres militants. Il doit chercher à protéger ses propres militants. Le président doit chercher maintenant à comprendre maintenant quel genre d'homme il a à faire. La nature de l'opposition qui est là. Ce n'est pas l'opposition naturelle, comme dans le sens démocratique européen. Voilà. Comme on l'a si bien dit, comment dirais-je, après sa sortie, comment on appelle les dirigeants du RHDP ont avancé le terme, comment dirais-je, faire la politique quand la politique est déshumanisée, donc ce n'est pas la peine. Voilà, et c'est ce sens-là, c'est ça qui est là. Ça n'a pas un sens humain, la politique de l'opposition. C'est ce que le président doit faire. Maintenant, il doit voir et protéger sa propre population, finalement. C'est vrai qu'il doit populer toute la Côte d'Ivoire, mais ses militants tombent. Et ce monsieur qui est sorti, le citoyen qui est sorti de la prison après 10 ans, il n'était même pas en prison, il a été retenu, ils l'ont mis en écart pour que, comment dirait qu'il ait la paix dans le pays. Ça, c'est le bon sens. On l'a mis en écart, il n'était pas en prison. Voilà. Bon, donc, il est sorti, il est venu, il voit que tout est calme. Donc, il veut semer des troubles. On a eu comment dirais-je, c'était annoncé déjà avec l'arrivée des Picasses et autres. Hein, des Picasses et autres. Tout ce qui se passe là, on ne s'attend pas à autre chose. Hein? Un changement, c'est le même Gbagbo qui est là. Le président doit savoir que c'est le même Gbagbo qui est là. Il y a eu le sourire du président. Le sourire du président était franc avec le monsieur. Mais nous, les grands observateurs, on voyait de la flatterie dans tout le langage de Gbagbo. Voilà. Tout le langage de Gbagbo. C'est ce qu'on voyait. Mais on lisait une franchise. Hein, une franchise sur le visage du président de la République. Oui, très humain. Et il aime son pays, il aime sa population comme Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny aime tous les Ivoiriens. Houphouët-Boigny n'aime pas voir les Ivoiriens souffrir. Ah non, ah non. Bélier se dit qu'il est le président de PDCI, mais je le regarde. Un président de PDCI, il ne peut même pas visiter les villages ivoiriens. Hein? Bédier ne peut même pas visiter le nord, un village, un département quelque part, même un département à Baoulé à côté là, il ne peut pas. C'est d'Abidjan, son village d'Aourou. Et on a poli celui-là. On tue des soldats ivoiriens. Des soldats ivoiriens tombent sous le drapeau ivoirien.
Bédier qui est blanchi, qui est nourri par la Côte d'Ivoire, par l'argent du contribuable ivoirien, ne peut même pas trouver un mot dans le dictionnaire français pour consoler la famille de ces militaires qui sont tombés, pour consoler la population. Et puis il y a des Ivoiriens qui applaudissent quand même. Non, ne soyons pas stupides de voir un Gbagbo qui prend et se dit panafricain. Il va prendre le déchet toxique des Européens, des Blancs. Celui qui aime les Noirs, il prend le déchet toxique des Blancs pour venir mettre ça dans la capitale. Et vous voulez que nous forcions à applaudir ce même Gbagbo-là. Et il se balade à Abidjan avec nos 300 milliards dans sa poche, après avoir dévalisé la BCAO, la Banque internationale. Et encore, il y a des Ivoiriens qui croient ce monsieur-là, quand il va venir au pouvoir, les institutions internationales vont donner de l'argent crédit à la Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr? Quelqu'un qui a volé une banque a un crédit déjà. Vous êtes sûr? Ne flattez pas les enfants, ne flattez pas nos parents. Et des morts. Prenez Gbagbo en tête de la Côte d'Ivoire, mais on nous sommes enterrés. On n'aura aucun crédit. Toutes les banques vont fermer la porte. Toutes les institutions financières vont fermer leurs portes. De même que Soro, il a dévalisé la banque. La banque, c'est une institution internationale. Il n'a plus de crédit. Personne, tu as donné crédit à cela. À qui? Bédier? Son record, mais c'est bad. Hein? Et il est là, comment on appelle, le président donne la liberté à Laurent Gbagbo, c'est son droit. Mais ce Gbagbo-là, lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne voit pas ce qu'il a fait. Parce qu'il ne voit pas devant lui une résistance encore. Et pas plus loin que 2 jours. Il y a un certain Kafana Koné qui dit qu'il annonce que Gbagbo va revenir sur notre... Mais lui, là, nous connaissons son histoire. Ce n'est pas lui qui doit parler. C'est monsieur là, voici des messieurs comme ça qui ne doivent même pas parler de la Côte d'Ivoire. Ils doivent se taire. Parce qu'à les entendre déjà parler, on a mal. Moi, je n'ai pas d'argent. Hein. J'ai mal que ce monsieur-là, il possède nos milliards. Moi, je suis encore dans la pauvreté. Et il y a des Ivoiriens qui meurent de faim. Ceux-là qui ont dévalisé notre BCAO, ils ont envoyé de l'argent, ils ont investi ailleurs. Et ils reviennent encore nous mentir. Non, on ne peut pas tolérer ça. Je me sens révolté. Je me sens révolté actuellement. Je me sens révolté. Et je crois qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui ont le même sentiment que moi. Ah oui. Il y a des milliers. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. On se sent carrément déshumanisé. Non. Ça assez. Ça assez quand même. Non, ça c'est une foutaise. Écoutez, en Côte d'Ivoire, il y a des flèches. Il y a des gens qui réfléchissent. Hein? Il y a des gens qui réfléchissent. Comment, après tant de torts à une population, et Gbagbo il va visiter les criminels. C'est les criminels qu'il va visiter. Tu ne marches pas pour aller voir les parents des victimes, mais toi, tu marches pour aller visiter des criminels. Mais ça, c'est quel pays? La Côte d'Ivoire fonctionne de travers. Mais la Côte d'Ivoire fonctionne de travers. Quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Où on va? Si c'est comme ça, nous réfléchissons qu'on ferme toutes les universités. C'est du gaspillage d'argent. Si c'est comme ça, nos intellectuels fonctionnent en Côte d'Ivoire, qu'on ferme ces universités. Qu'on ferme ces universités, ces grandes écoles. Même les écoles privées, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Au village, on ne réfléchit pas comme ça. Nous réfléchissons mieux que ça dans nos villages. Nos cultures nous permettent de mieux réfléchir que ça. On a confiance à ces intellectuels. On leur donne la parole. On leur donne la direction des trucs, des groupes, des partis politiques.
ils sont sponsorisés par le gouvernement. Il faut voir des conneries comme ça. Alors, c'est devenu, ces partis politiques sont devenus maintenant leur bien de famille. Hein? On ne peut même pas céder la place à l'autre. Babo, lui voit que FPLA, c'est pour sa poche. Afin qui a le droit, et lui, il est à côté. Alors que ce parti est sponsorisé par l'État. C'est l'argent de l'État. Ils reçoivent de l'argent de l'État pour entretenir la population, enseigner la population la politique, la vraie politique, comprendre les choses, la société. Ils ne font pas ça, ils en poussent à faire autre chose. Mentir. Mentir à la population se tue. Mais j'avais mal quand je voyais des jeunes aller casser le matériel d'enrichissement de la population. Attendez. Non, oui. Oui, non, je suis tellement sacré. Vous voyez, l'éclaireur. On ne peut pas comprendre. Et puis, ce qui m'étonne encore, ce pays-là, il y a des députés qui se disaient opposants et réclamaient la gratuité du timbre de notre carte d'identité, la carte d'identité de Côte d'Ivoire. La gratuité, où est partie notre dignité? Un timbre, le timbre de moi, ma carte d'identité de Côte d'Ivoire, et il s'est défendu avec fierté par des députés de l'opposition. Quelle honte! Non, quelle honte! Je vais m'arrêter là comme je suis au travail. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, c'est moi qui vous dis merci. Peut-être que vous serez la seule personne qui va intervenir. Voilà, donc de là, je vais faire la conclusion. Puisque les gens n'aiment pas se signaler, les gens aiment beaucoup plus se plaindre dans leur salon. C'est leur droit le plus absolu. Parce que nous sommes dans un monde où les mécanismes de communication aujourd'hui, si vous vous taisez, vous serez doublement victime. Et on donne la parole aux gens et les gens ne parlent pas. Je vous remercie d'avoir été le seul intervenant qui a pu prendre courage pour parler. Et je crois que de ce pas, si je vais attendre 1 minute, s'il n'y a plus personne, je vais couper directement l'émission. Merci. Il n'y a pas de problème. Vous passez une très bonne journée. Okay. Ok. Donc, chers tous, je crois que l'émission est déjà là et pour ma part, j'ai quand même joué ma partition en donnant la parole aux uns et aux autres. Et j'ai exposé aussi de quoi il est question. On ne peut pas s'attaquer aux dignités humaines et dire que par bienséance, on va être silencieux. Et j'ai fait tout ce que je pouvais dans mon pouvoir pour donner la parole aux gens parce que l'éclaireur seul ne peut pas tout connaître. Mais si d'aucuns sortaient pour venir aussi dire voilà ma pensée, voilà ce que je pense, voilà ce qu'il doit, c'était encore plus intéressant. Et donc, je crois qu'on va arrêter là, puisqu'il n'y a pas d'intervenant. Je vous dis merci. Et surtout, je dis aux Ivoiriens, surtout au chef de l'État, est-ce que Yves Lamblin, c'était un être vivant? Est-ce que M. T. Émile était quelqu'un qui a vécu sur cette terre? Est-ce que Fabien Koulibaly et les 17 autres personnes de sa garde rapprochée ont véritablement vécu sur la terre? Est-ce que Guy Robert a réellement existé? Est-ce que Rose Doudou a fait un jour sur la terre? Et le capitaine Dosso, sans oublier ces dizaines de militants du RHDP qui ont été tués au siège du PDCI, est-ce que ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces? Est-ce que Jean Hélène est-il une fois venu en Côte d'Ivoire? Et est-ce que le chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara, se souvient du major Dosso Adama, le lieutenant-colonel Jean Siaka Renak, et surtout que le chef de l'État se souvienne du capitaine Dosso Aboubakari, son aide de camp, sans oublier Désiré Bakassa. Et tout ce que je viens de citer, à part 2 ou 3 personnes, vous trouverez que ce sont tous des soldats. C'est pour vous dire si on pouvait tuer des soldats. Et donc, les civils, les escadrons de la mort, et eux faisaient le travail sans oublier les camarades H.
Et le chef de l'État, depuis le 11 avril, les vilains propos qu'on n'entendait plus, si Laurent Gbagbo peut se permettre aujourd'hui d'insulter la mémoire des personnes qu'il a assassinées parce qu'il trouvait que lui, il ne voulait pas salir ses prisons, je crois que c'est une insulte même au gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est une insulte à la mémoire de toutes ces personnes qu'il a fait assassiner. Mais l'objectif recherché, c'est que Laurent Gbagbo nous dit, et moi je le redis, il fera tout pour reprendre la guerre là où ça s'est arrêté le 11 avril 2011. Et donc ce que je peux dire à chacun, apprêtez-vous et apprêtons-nous. Parce que le sang risque de couler, et de couler plus qu'avant en Côte d'Ivoire. Parce que moi je le dis et je l'assume, ce qui va t'arriver demain, quand tu as le courage de te le dire aujourd'hui, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et donc, je dis merci à tout le monde. Et le soir, on ne pourra plus parler de ce thème. Parce que ceux qui devraient parler ont déjà parlé. Et les thèmes que nous allons développer, c'est sur ça que nous allons concentrer notre émission. Et c'est quelque chose qui est tellement choquant que j'ai trouvé utile de donner la parole aux uns aux autres. Et je vous dis merci et je vous souhaite une bonne soirée et à nous retrouver peut-être dans pratiquement 2 heures du temps.